Je m'appelle Lucie Bruat, je suis une ancienne étudiante de l'ENS qui était aussi chercheuse au laboratoire de géologie. Je suis sismologue de formation, je travaillais sur les tremblements de terre. Et récemment, j'ai rejoint AXA dans l'équipe qui calcule en fait le coût des catastrophes naturelles pour AXA. Moi, c'est Alessandra Giannini, je suis climato. Je suis professeure ici dans le laboratoire de météorologie dynamique, département de géosciences. Je suis aussi co-directrice du CERES, le centre de formation sur l'environnement et la société. Donc, je laisse la parole à Lucille et puis je reviens. Donc, on a divisé nos présentations en deux. L'idée, c'est que je vous présente une approche théorique au calcul du risque, en fait, comment on calcule le risque. Et après, on regardera un cas pratique avec Alessandra. Ça, c'est une photo du séisme, des dégâts qui ont eu lieu pendant le séisme de San Francisco en 1989. C'est le dernier gros séisme dans la région, sachant que ce n'était qu'à magnitude 6,9 et qu'on attend à magnitude 8, donc 30 fois plus important dans cette région. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un risque? Un risque, c'est une situation dans laquelle on se met en danger. Donc, par exemple, si vous voyez ce petit bonhomme qui est dans une zone dans laquelle on peut avoir un tsunami, le fait qu'il soit à risque, c'est qu'il y ait d'abord une vague et ensuite qu'il soit à la position où la vague arrive. Pareil, si on regarde la tempête Alex en octobre 2019 dans les Alpes-Maritimes, c'est le fait que cette maison soit proche de la rivière qui la met à risque en particulier. Donc le risque, c'est une situation d'endommagement potentiel résultant de l'exposition d'un enjeu qui est vulnérable. Si la maison était indestructible, il n'y aurait pas de risque, vers une source de danger, un aléa. Cet aléa, c'est un phénomène dangereux. Ça peut être naturel, d'origine naturelle, un séisme, une tempête, une inondation, mais ça peut être aussi d'origine humaine, une explosion, un attentat terroriste. Il faut qu'il y ait à tout prix une exposition. Donc il faut qu'il y ait des populations, des biens proches de ce danger. Vous avez un séisme au milieu de l'océan, on n'en a rien à faire. Il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il faut qu'il y ait une vulnérabilité. Elle est peut-être physique, elle peut être sociale, elle peut être économique, et elle va potentiellement durer dans le temps. Elle ne va pas forcément durer uniquement au moment de l'événement. Et c'est ce croisement de tous ces phénomènes qui génèrent du risque. Le risque ici, c'est une situation d'endommagement. Dans les milieux économiques, on parle souvent de risque pour les coûts associés à ces risques. Donc quand vous faites du calcul de risque pour une banque ou une assurance, en fait, vous allez calculer combien ça va coûter pour cette entreprise. Donc je vais me focaliser sur les différentes composantes et vous montrer quelles sont les incertitudes qui interviennent dans le calcul. On a une incertitude sur l'aléa. Vous avez peut-être entendu parler du Big One en Californie, qui est ce grand séisme qui doit arriver. Et ici, vous avez les statistiques pour la région de San Francisco et la région de Los Angeles, en fonction de la magnitude et la probabilité sur 30 ans qu'un gros événement arrive, un gros séisme arrive. On est incapable de dire quand est-ce qu'un séisme va se produire. Je ne peux pas vous dire, la semaine prochaine, à 15h10, il y aura un séisme à tel endroit. Mais je peux vous dire, cette zone, je sais qu'il y a une faille, il y a des contraintes qui s'y appliquent, il n'y a pas eu de séisme. Je sais qu'il y a des séismes dans la région, il n'y en a pas eu depuis longtemps. Je peux avoir une idée de cette probabilité-là. Et vous voyez, par exemple, dans la région de San Francisco, je sais qu'il y a 100% de chances que d'ici 30 ans, il y a un séisme de magnitude 5, au moins 5. Mais si je monte à 7, qui est une grosse magnitude, qui va générer énormément de dégâts, je suis qu'à 50%. Donc, pour ces événements-là, rien qu'en regardant l'aléa, on a une distribution probabilistique, ce qui, bien sûr, génère l'incertitude. Si on prend un exemple plus récent, ici, on regarde les orages en Corse. Vous avez dû voir, il y a eu des orages très intenses en Corse en août dernier. Météo France émet des alertes qui correspondent à une idée de l'intensité de l'événement qui va arriver. Et en Corse, c'était vigilance jaune jusqu'à 2 heures avant l'événement. Là, c'est pour vous montrer à quel point, même avec tous les outils de Météo France, pour pouvoir prédire, entre guillemets, faire une prédiction de la météo, 2 heures avant, ils avaient des doutes sur l'intensité et sur la dangerosité de ce genre d'événement. En plus des connaissances qu'on a actuellement sur un phénomène physique, dans le schéma actuel du changement climatique, ces caractéristiques vont sûrement évoluer. Ici, vous voyez deux figures qui sont du rapport du GIEC, publié l'an dernier,
qui montre l'augmentation de l'amplitude. Ici, c'est pour les précipitations pour un événement qu'on dit qui se répète tous les 10 ans, l'augmentation de l'amplitude et de la fréquence de ce genre d'événement, avec des hypothèses d'un réchauffement de 1,5 degré, 2 degrés, etc. Donc il faut en plus qu'on s'adapte en se disant on a ce genre d'événement et dans 5 ans, l'événement va être différent à cause du changement climatique. Maintenant, si on regarde l'exposition et la vulnérabilité, elles sont assez liées comme composantes et je vais vous montrer qu'elles sont assez capitales ici. On a deux événements, deux séismes. Le séisme de Haïti en janvier 2010, qui était à magnitude 7. Magnitude 7 qui a fait 300 000 morts. Alors, ce sont deux cartes d'intensité, c'est le déplacement et les dégâts qui ont été ressentis à la surface. On a eu 300 000 morts dus à ce séisme. Vous prenez le séisme de Tohoku de mars 2011, celui qui a déclenché la catastrophe de Fukushima, la catastrophe nucléaire. Si on regarde purement le nombre de morts dus au séisme, il n'y en a pas eu. La plupart des morts ont été causés en fait par le tsunami résultant du séisme. Mais le séisme en soi n'a pas fait de mort. Il a fait énormément de dégâts, mais pas de morts. Et la magnitude en fait correspond à une énergie 1000 fois plus importante dans un cas comme un autre. Donc vous prenez deux situations, deux aléas qui sont grandement différents, mais on n'a pas du tout le même risque parce que la vulnérabilité et l'exposition dans le cas d'Haïti étaient beaucoup plus fortes. Donc si on se focalise d'abord sur l'exposition, qui est la possibilité, la présence en fait, de biens et de populations, et qu'on regarde par exemple comment elle peut évoluer dans le temps, ici vous avez le coût des biens exposés aux inondations aux États-Unis. On voit que ce coût, il a une certaine valeur, la valeur grise ici, et on a des estimations sur l'évolution de ce coût au fil du temps dans les 30 prochaines années, en fonction d'abord du changement climatique, on l'a vu, c'est un changement d'aléa, mais aussi en fonction du changement de la population. Parce qu'au fil du temps, un pays va peut-être avoir sa population qui va augmenter, va se répartir dans des zones plus vulnérables, plus liées, plus à risque, et ça change la donne. On peut voir aussi qu'il y a un effet combiné à la fin du changement climatique et de la population. Et de même, là je vous ai montré juste des histogrammes, mais on peut estimer cette variation en fonction de la géographie. On a l'augmentation des coûts ici uniquement liée au changement climatique et l'augmentation des coûts liés à la population, au changement de population. On voit par exemple dans l'État de l'Oklahoma, a priori on ne devrait pas avoir beaucoup d'augmentation, mais on est quand même obligé de le prendre en compte parce qu'on regarde la population va beaucoup augmenter, donc les coûts liés aux inondations dans cette région vont augmenter. Maintenant, si on regarde la vulnérabilité, c'est assez compliqué à estimer parce que déjà, on a potentiellement une vulnérabilité physique. En sismologie, quand on veut calculer le taux de destruction d'un bâtiment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures et on génère ce genre de figure. On a la probabilité de destruction totale en fonction de l'accélération du séisme, donc en fonction du mouvement résultant du séisme, du mouvement du sol, pour différents types de bâtiments. Ça va de la brique, de la pierre, et le plus résistant, en fait, c'est le bambou. Donc autant vivre dans une maison en bambou. Et on va se dire, si on a une accélération, ma maison a 40% de chance de s'écrouler en fonction de cette accélération. On a ce genre de mesures qui ont une incertitude, et en plus, il faut vous dire qu'une maison n'est pas forcément faite que d'un type d'un bâtiment, et dans une région ou dans un quartier, vous allez avoir potentiellement plusieurs types de bâtiments. Ça va aussi changer de la taille du bâtiment. On a une grosse incertitude en fait sur la vulnérabilité physique. On a aussi un souci avec la vulnérabilité, c'est que contrairement à l'exposition qui joue principalement lors de l'événement, la vulnérabilité va continuer à jouer dans l'après-crise. Prenez le séisme de Haïti, donc 2010, le gros séisme de Haïti. 10 ans après, en fait, le pays a énormément de mal à s'y remettre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une situation économique qui était compliquée, politique compliquée, mais la crise en fait liée au séisme en a généré d'autres. Ils sont en plus pris d'autres séismes entre-temps. Donc c'est un peu, dans certaines situations, être un cycle sans fin. Et je vais terminer ici avec une dernière slide, juste pour vous faire réfléchir au principe de résilience. On parle beaucoup de résilience, même personnelle, face à une épreuve. Et il y a un petit peu de théorie là-dessus, qui essaie d'estimer que la résilience, c'est la performance d'un système en fonction du temps. Lorsqu'on se dit que ce système, il va bien au début, il n'y a pas de souci.
Mais lors d'un événement catastrophique, on va avoir un aléa, une forte exposition, une large vulnérabilité, et bouf, la performance de système va chuter. Alors, elle peut chuter immédiatement, elle peut mettre un peu de temps, on peut avoir une crise qui va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines à se dérouler. Et après, on va où? En fait, c'est ça. Comment vous définissez la résilience? Est-ce que vous essayez de retrouver un système à peu près correct, même s'il est moins bien qu'avant, mais bon, vous essayez de remettre la société en marche? Ou est-ce que vous vous dites, bon, on revient à l'état normal, mais est-ce qu'on a vraiment appris de ce qui s'est passé dans l'événement précédent? Ou est-ce qu'on essaie d'évoluer vers un système qui serait plus performant, plus résilient? Et qu'est-ce que ça veut dire plus résilient? Plus résilient aussi pour qui? Pour quelle population et dans quelles conditions? Donc voilà, c'est très théorique, mais c'est pour vous donner une idée que c'est vraiment des sujets qui peuvent évoluer avec le temps. Et là, on considère qu'on n'a qu'un événement catastrophique. Malheureusement, souvent, ils s'enchaînent. Merci Lucilla, merci pour cette présentation parce que ça donne un peu le cadre théorique et donc ce que je vais essayer de faire c'est de l'appliquer. Et donc appliquer un cas d'étude qui est plutôt climatologie, mais on utilise ce même cas de risque, de vulnérabilité dans le cas de la climatologie aussi pour comprendre quel est le côté physique et quel est le côté sociétal en fait, comment les deux se rencontre pour donner lieu au risque. Ouais. Et donc, je vais essayer de faire ça brièvement, mais en 3 actes. Donc, d'abord, je vais vous parler tout brièvement. En fait, je vais essayer de vous convaincre que la chose la plus incertaine, c'est la pluviométrie au Sahel. Dans cette nuit d'incertitude, je vais vraiment vous montrer l'incertitude par rapport aux pluies au Sahel. Et donc, il y a un côté physique du climat, mais très bref. Puis, je vais revenir à la société et donc appliquer ça, donc essayer de voir quel est l'impact du climat et comment on peut expliquer quel est le rapport, quel est le rôle du climat. Il n'y a pas seulement le rôle du climat dans la sécurité alimentaire au Sénégal, qui est un pays sahélien. Et puis, je vais revenir en fait, qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette incertitude? En fait, on peut prévoir le climat. Et donc, je vais vous donner une idée de comment on fait ça et quel est l'état des lieux. Et donc, revenir, si vous étiez là il y a 2 heures, un peu l'exposé théorique de Fabio D'Andrea aussi. Donc, le premier acte, donc, c'est le Sahel. Bon, moi, c'est le sujet de mes recherches. Donc, d'abord, je dois vous dire ce que c'est le Sahel, peut-être, vous ne connaissez pas. C'est cette région. Donc, on peut le définir de 2 façons. Je vais vous donner deux définitions du Sahel. Ici, c'est la marge sud du désert du Sahara. Et donc, c'est là où il y a de la couleur, c'est du couvert végétal. Et donc, il y a une forte gradation du désert à la savane. Et le Sahel, c'est ça. Donc, c'est là où il y a du jaune, du vert, du rouge. Côté climato, est-ce que ça marche? Oui. En fait, c'est la marge nord de la mousson africaine. Et donc là, vous voyez, c'est une animation de la pluviométrie annuelle, donc les saisons. Donc, ce qui définit la saison au Sahel, en fait, c'est les précipitations. Il y a une forte rupture, une alternance forte entre saison de pluie et saison sèche. Et donc, tout tourne autour de ça, le fait qu'il y a une saison de pluie, une saison sèche. Et donc, à chaque année, lorsqu'on attend la saison de pluie, on se dit, comment est-ce qu'elle sera cette saison de pluie? Okay? Et donc, voilà l'incertitude. Là, c'est des anomalies de précipitation sur l'ensemble de la région, donc année par année à partir de 1930. Donc, pluie excédentaire en haut, pluie déficitaire en bas. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de variabilité d'un an à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et c'est ça l'incertitude. Et donc, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'il y a une société derrière qui, en partie, vit d'agriculture. Et donc, c'est de l'agriculture pluviale. Et donc, chaque année, avant le début de la saison, on peut se demander, la saison, elle va démarrer quand? Les pluies seront-elles déficitaires ou excédentaires? Ou y aura-t-il des pauses importantes, des pauses sèches? Oui. Donc, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Donc, c'est ça. Hein. Pour l'instant, c'est ça le climat.
Donc, beaucoup de variabilité. C'est normal, hein, il y a de la variabilité. Le climat est toujours en train de varier. Mais oui. Donc, le côté sociétal. Donc, si on regarde en fait de l'autre côté, la sécurité alimentaire au Sénégal. Ça, on tire de données du Programme alimentaire mondial. Si c'est bleu, c'est bon, c'est en sécurité. Et si c'est rouge, c'est insécurité alimentaire, donc manque de sécurité. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer avec le cadrage que nous a donné Lucille. Donc, est-ce que c'est la physique? Est-ce que c'est la physique du climat qui explique ça? Ou est-ce que c'est des aspects plutôt sociétaux qui expliquent ça? Et donc, vous voyez là que, je ne sais pas si vous connaissez le Sénégal, la capitale, Dakar, est ici. Vous voyez un peu quel est le pattern spatial, non? Il y a plus de sécurité. Bon, plus on s'éloigne de Dakar, disons, moins de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Alors, du côté climat, on pourrait se dire, moi première, en tant que climato, je pourrais dire, oh, ça doit être le climat. Parce que il y a quand même 30% de la population qui est impliquée dans l'agriculture. Ça, c'est des statistiques de la Banque mondiale. 30% de la population est impliquée dans l'agriculture. Et l'agriculture, la pêche, la foresterie sont 15% du PIB du pays. Donc, ce n'est pas énorme. Peut-être ce n'est pas ce qu'on s'attend, ce n'est pas 100%. Mais il y a quand même un bon socle de la société sénégalaise qui dépend de l'agriculture et de l'agriculture pluviale. Et donc, on essaie de comprendre ça par rapport. Donc on pourrait penser, il y a cette variabilité de la pluviométrie, il y a de bonnes années, des années mauvaises, et donc ça a un impact sur la production alimentaire. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça suffit pour expliquer la variabilité de la sécurité alimentaire? Et donc là, c'est juste ce que je vous montre, c'est juste la climatologie des précipitations au Sénégal. Vous voyez, c'est plus sec au nord, plus ça vient de la migration de la mousson vers le nord, vers le sud. Il pleut plus dans le sud que dans le nord. Et donc, ce n'est pas vraiment l'aléa climatique, donc ce n'est pas le côté physique du problème qui peut expliquer cette distribution spatiale d'insécurité alimentaire. Et donc, ça devrait être le côté sociétal. Et donc là, on caractérise ça en regardant quelles sont les sources de revenus des ménages interviewés. Et là aussi, rouge, c'est toujours mauvais, et bleu, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça, par département, ça montre combien de ménages, en fait, dépendent d'activités qui ne sont pas tributaires de l'aléa climatique, de la pluviométrie. Donc, surtout de l'agriculture, mais aussi le pastoralisme. Oui. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est ça. C'est cette distribution qui corrèle et qui peut expliquer la variabilité spatiale de sécurité alimentaire. Donc, les ménages en insécurité alimentaire sont prévalemment des ménages qui pratiquent l'agriculture. Et donc, ce n'est pas dans le nord plutôt semi-aride qu'on trouve cette insécurité alimentaire, c'est dans le sud et c'est là où il y a plus d'agriculture. Donc, c'est plutôt un côté exposition ou vulnérabilité, comme tu disais. Donc, c'est lié à la socio-économie du pays. OK, comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Wow, je suis allée super vite. Donc, je reviens à la variabilité climatique au Sahel. Et donc, on peut faire face parce que, en fait, je vous ai montré qu'il y a beaucoup de variabilité. Mais on connaît, en fait, les causes de cette variabilité. C'est du chaos, c'est du chaos climatique, mais pas seulement. En fait, il y a des influences fortes sur ce climat sahélien qui permettent de prévoir. Et l'influence ici, c'est l'océan. En fait, c'est la mousson, donc l'apport d'eau, d'humidité, ça vient de l'océan. Et donc, les conditions dans les océans, et là, c'est les océans globaux, en fait, ce n'est pas seulement l'océan Atlantique qui est juste à côté. Et donc, c'est de là, si vous vous rappelez la climatologie et donc le flux de mousson, l'apport d'humidité vient de l'Atlantique. Mais ce n'est pas seulement l'Atlantique, en fait, qui explique
cette variabilité climatique du Sahel, il y a un apport aussi des autres océans, Indien et Pacifique. Donc on met tout ça ensemble dans des modèles climatiques et on reprend les conditions. Donc on a besoin d'un modèle qui est un modèle d'océan et d'atmosphère couplé. Un modèle couplé océan-atmosphère. Donc c'est la même dynamique des fluides appliquée à l'océan, à l'atmosphère. On couple les deux choses. On prend un point de départ. Donc par exemple, on veut prévoir la saison. La saison des pluies est entre juillet et septembre. C'est ça qu'on essaie de prévoir. Est-ce que les pluies seront excédentaires ou déficitaires pendant cette saison? On essaie de le faire avant la saison, c'est une prévision. Donc on peut essayer de faire cet exercice à partir de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc en janvier, on fait tourner le modèle avec les conditions qu'on a observées en janvier, et puis la dynamique du système évolue jusqu'à prévoir les pluies en juillet ou septembre. Donc je ne sais pas ce que ça vous dit, mais donc en noir ici, c'est ce qu'on observe d'une année à l'autre à partir de 80, c'est quoi ça? 2, 3, 4, jusqu'à 2000. Bon, l'étude, on a fait jusqu'à 2015. Donc, ce qu'il y a à remarquer ici, donc, il y a plutôt une bonne correspondance entre ce qu'on a observé en noir et ce qu'on a prévu avec le modèle en couleur. Et cela même à une échéance de 6 mois. Donc, avec une prévision faite en janvier, février, on arrive à prévoir avec à peu près la même compétence les pluies sahéliennes. Oui, là, c'est parce que l'étude s'est arrêtée ici. En fait, ça fait partie du système. Donc, la question, le commentaire, c'était jusqu'en 2015. C'est que l'étude s'est achevée là. En fait, ça fait partie d'un système opérationnel de prévision saisonnière. Et donc, ça continue. Et oui, donc ça pourrait être mis à jour. Mais oui, sur cette période, vous voyez un peu. Vous voyez qu'il y a tout un tas de choses qu'on pourrait regarder. Il y a des années qui apparaissent être plus prévisibles que d'autres. Par exemple, ici, vous voyez, où il y a vraiment une bonne correspondance entre les couleurs et le noir. Par contre, il y en a qui sont vraiment des catastrophes. Telles que ça, les 82, 3, 4, c'était vraiment les années de la pire sécheresse au Sahel. Et les modèles n'arrivent pas à prévoir ça. Donc, c'est des questions de recherche, ça. Et donc, oui, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est opérationnel. Il y a plein de centres dans le monde qui font ces prévisions saisonnières tous les mois, y compris Météo France. Et puis, ce qu'on fait, en fait, ici, moi, je vous montre juste quelques courbes, mais en fait, c'est plusieurs modèles et ils sont tournés plusieurs fois. On fait des ensembles de prévisions avec ce qu'on appelle multimodal ensemble, donc plusieurs modèles tournés plusieurs fois. Et malgré tout ça, je vous montre ce qu'on décrit comme prévision déterministe. Enfin, je vous donne juste une valeur pour chaque année. On pourrait regarder quelle est la distribution de toutes les fois qu'on tourne le modèle. Et donc, en fait, ce qui est mieux de faire, c'est de donner quelle est la probabilité que les pluies soient excédentaires, déficitaires ou proches de la normale. C'est ça qu'on fait normalement, opérationnellement. Mais au-delà de ça, ce qu'on essaie de faire aussi, donc là c'est le côté climato, mais il y a tout un côté société là aussi, c'est de dire, donc on a des prévisions saisonnières qui peut-être nous donnent une indication. Par exemple, même cette année, vu les conditions globales du système climat, et un phénomène qu'on appelle la Niña, en fait, on s'attendait par exemple, au Sahel, au Sénégal, on s'attendait à des pluies excédentaires et donc peut-être des probabilités d'inondation. Et donc on a ça, c'est en gros, mais on peut affiner la prévision pour aller. Donc il y a aussi cette étape. Donc d'un côté, il y a les prévisions saisonnières, de l'autre, il y a les prévisions météo. Et entre les deux, maintenant, il y a ce qu'on appelle les prévisions sous-saisonnières à saisonnières. Donc, c'est pour essayer d'aller au-delà
de la limite des prévisions météo. Mais ce qui est capital ici, c'est, OK, on fait une prévision, qu'est-ce qu'on fait avec? Et donc, il est important, en fait, d'avoir un plan. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est en fait, les organismes qui s'intéressent beaucoup à ça, souvent, c'est des organismes d'aide humanitaire, tels que, dans ce cas-là, c'est la Croix-Rouge ou le Programme alimentaire mondial. Donc, ils ont intérêt à essayer de prévoir s'il y aura des impacts. Et l'intérêt, c'est aussi d'essayer de traduire donc, la prévision en action. Qu'est-ce que je peux faire si je reçois une prévision de pluie excédentaire, déficitaire, avec, et pas une prévision déterministe, mais avec des probabilités? Est-ce que je peux vraiment agir? Est-ce que je peux faire quelque chose de différent? Ou est-ce que je devrais plutôt me préparer pour éviter le coup, disons? Il y a aussi des actions qu'on peut prendre pour éviter l'impact de quoi que ce soit qui peut arriver. Oui, c'est ça l'exemple. Donc, oui, c'est bon. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Je voudrais revenir sur votre slide sur la résilience, oui, que je trouve très informatif. Est-ce qu'on sait ce qui caractérise un système, si on parle en termes de système, très résilient, d'un autre qui l'est beaucoup moins, et même d'un système qui, après un choc, devient plus fort qu'avant le choc? Alors, la performance d'un système, ça peut être un système économique. On pense à, par exemple, l'économie d'un pays, mais ça peut être aussi, tout simplement, on prend un bâtiment. Mon bâtiment avait une résistance. Si je prends le séisme ou la tempête, cette résistance a été cassée. Je vais réparer le bâtiment pour revenir. Et oui, le problème, c'est comment on définit après et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est une courbe en indé avec le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un système qui est beaucoup plus performant. Est-ce que ça veut dire qu'il va mieux marcher? On parle d'une économie. Est-ce que le retour, par exemple, est-ce que une bonne croissance économique après une course, c'est retour à la normale, ou c'est mieux? Ou est-ce que ça peut avoir d'autres conséquences? On peut penser, par exemple, après un gros séisme, si on a une économie très forte, ça va aider le retour à la normale, mais ça va aussi engendrer potentiellement d'autres problèmes ou mettre en exergue d'autres problèmes qui ont été mis en valeur pendant la crise. Donc, c'est très, très difficile à définir. Là, c'est vraiment une approche théorique. Il y a beaucoup de littérature dessus, mais même quand les gens commencent à faire une étude de cas particulier, ils sont obligés de faire 50 courbes comme ça en fonction de la problématique et du paramètre qu'ils veulent utiliser et de comment ce paramètre évolue pendant la crise. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez sur la diapo où vous montrez votre modèle, enfin, la prédictivité de votre modèle. Oui, je pense que c'est bien. C'est vous. J'ai pas compris. Ça? Oui, c'est ça. J'ai pas compris le choix d'avoir. Enfin, pourquoi vous avez pris une seule journée par an. Enfin, j'ai pas compris ce choix-là. Si vous pouviez l'expliquer rapidement. La chose là. Non, en fait, c'est la pluie saisonnière. Je ne sais pas d'où. La pluie saisonnière? Oui, donc, pardon. C'est le même que la série temporelle que je vous ai montré avant. Donc, c'est une année. Ah, vous pensez que c'est le jour à cause de ça? Mais il me semble que vous l'avez. Non, vous l'avez pas dit. Je ne sais pas. Donc, de toute façon. Réexpliquez rapidement. Ah, c'est ici? Je crois que c'est. Ouais. OK. Ben, c'est parce que j'ai mal expliqué. Je m'excuse. J'ai mal expliqué là. Donc, là, c'est une prévision faite à partir du 1er janvier, février, mars. Donc, la simulation pour faire la prévision, on la démarre au 1er janvier, au 1er février, 1er mars. Et on la fait tourner, je ne sais pas, même une année entière.
jusqu'à couvrir le juillet ou septembre. Donc ici, les anomalies, c'est des anomalies de la saison, donc du cumul total des précipitations pendant la saison juillet, août, septembre. Oui, bonjour. Je suis étudiant en économie et dans ce cadre, en fait, comme beaucoup de camarades, on est très intéressé par tout ce qui est économie de la transition écologique et plus particulièrement les questions macroéconomiques. En fait, on a, du coup, mes camarades et moi, on a eu la chance de discuter avec beaucoup de macroéconomistes spécialisés là-dedans, qui nous ont tous dit un peu la même chose. C'est que malheureusement, il y a très peu de communication avec le monde des assurances et qu'eux auraient bien besoin de pouvoir intégrer ces modèles de risque dans leur modèle macroéconomique pour pouvoir concevoir au mieux les politiques de transition écologique, les politiques économiques de transition écologique. Donc maintenant qu'on a, nous, le point de vue d'économie sur la question, j'aimerais bien avoir votre point de vue à vous, en tant que personne qui travaille sur ces modèles-là, sur est-ce que pourquoi il y a aussi peu de communication avec les économistes. Est-ce que vous, déjà, vous la ressentez dans votre travail qu'il n'y a pas assez de communication avec les économistes? Et est-ce que l'impératif climatique fait que, a priori, il va peut-être avoir plus de liens qui vont se créer dans les prochaines années? C'est une très bonne question. Alors déjà, malheureusement, actuellement, dans l'entreprise, moi je le ressens parce que j'ai été chercheuse ici avant, il y a quand même peu d'interaction avec les académiques en général. Il y en a un petit peu parce qu'on a des gens qui ont des thèses, qui ont été chercheurs avant, mais nous, on vient plutôt des modèles physiques. Donc, on a quelques interactions avec des sismologues, avec des gens venant des inondations, de ces milieux-là qui sont plus liés à la physique ou aux géosciences. Il est vrai qu'on a peu de gens qui viennent de la théorie, et de l'économie. En général, les gens qui, dans nos équipes, travaillent sur le côté économique, ce sont des actuaires qui viennent d'une formation d'actuaires et qui ne sont pas passés par la recherche autour de l'économie. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, il y a une discussion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des assurances, il y a un régulateur qui s'appelle l'ACPR, qui dicte les règles de solvabilité et de tous nos modèles internes. Même quand on génère un modèle de prévision de séisme, de tempête, de n'importe quel péril, on doit le faire approuver par la CPR qui vérifie que nos hypothèses sont correctes, qu'on ne confuse pas les résultats tout simplement, et que ça rentre dans un cadre où ils pourront comparer ça avec d'autres études. Et ça, c'est un travail en cours qui devient de plus en plus important et qui, à mon avis, permettra le lien avec une politique économique beaucoup plus globale là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de vision, parce que même au sein du groupe CatNat d'AXA, on est beaucoup de physiciens. Et on n'a pas cette vision économique. On n'a pas beaucoup d'interface là-dessus. Alors qu'il y a d'autres groupes dans l'assurance de risques, calcul de risques, qui peuvent être des risques autres que risques physiques, ça peut être des risques opérationnels, il y a des risques liés tous les risques liés, on va dire, à une grosse entreprise, qui, eux, comme ils sont traditionnellement mieux ancrés dans l'économie à la base, ont plus d'interactions. Nous, on n'en a pas parce qu'on a un petit peu ce biais-là. Personnellement, j'espère, et mon expérience qui est récente dans l'assurance montre qu'en fait, ces passerelles sont faites surtout par des initiatives individuelles et par cette interaction avec la CPR qui nous force un petit peu aussi à nous mettre dans un cadrage mondial avec, bien sûr, les problèmes de transition ou même les stress tests qui sont faits au sein de l'Union européenne avec la génération. L'Union européenne, en fait, a des tests synthétiques pour savoir quels seront les effets du changement climatique sur les grandes banques et sur les assurances, qui en général génèrent deux types de risques, qui sont des risques physiques et des risques de transition. Si vous changez votre économie pour être en lien avec le changement climatique, vous allez avoir des risques qui vont être liés à ça. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, ça va aider la discussion. Mais oui, ça, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de discussions avec une discussion macroéconomique là-dessus. Et du coup, il n'y a pas de politique interne au sein d'AXA de ne pas discuter avec ces chercheurs, parce que les modèles pourraient être... les modèles, c'est un peu la façon dont on gagne aussi, dont AXA gagne de l'argent aussi. Il n'y a pas de problème en interne par rapport à ça? Non, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et nous, on est au niveau du groupe. En fait,
il faut voir le but de notre travail. Nous, on calcule le coût des catastrophes naturelles pour tout le groupe. Et la raison principale, c'est pour la solvabilité de l'entreprise. Parce que ces coûts sont énormes. Et en fait, il suffit qu'il y ait plusieurs cyclones dans un été, on peut potentiellement mettre l'entreprise en faillite. Donc, on a une régulation qui est européenne, qui nous force à pas limiter ce coût, mais à mettre une barrière et à dire qu'au-dessus de ce coût, on est obligé de se faire réassurer. Il y a le monde des assurances, il y a le monde des réassurances derrière. Donc en fait, nous, on est obligé moi, dans notre équipe, on calcule ça, et après, ça part pour dire, et c'est vraiment une histoire de solvabilité de l'entreprise. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de mention interne, au contraire, de discussion là-dessus. Au contraire, AXA essaie d'être, je ne veux pas faire de promotion, et on essaie d'être assez conscient des enjeux climatiques là-dessus. On a une grosse formation là-dessus. Il y a quand même des bonnes pratiques vis-à-vis du changement climatique. Si je peux ajouter à ça, peut-être je peux vous poser la question, pourquoi pas les chercheurs, pourquoi pas, est-ce que vous attendez que ce soit AXA qui vienne aux chercheurs et pas les chercheurs qui aillent vers AXA ou vers le monde privé? Alors moi-même, je ne suis pas macroéconomiste de la transition du tout. Moi, le retour que j'ai eu, c'était plutôt des macroéconomistes qui faisaient des démarches qui n'aboutissaient auprès d'AXA, ou d'autres assureurs, qui n'aboutissaient pas pour raison X ou Y. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est juste d'avoir la version du coup des assureurs sur cette problématique. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'aspect économique, il y a vraiment l'aspect structurel en France. On a très peu d'interactions entre les entreprises et les chercheurs. Moi, je le vois et c'est assez triste là-dessus. Est-ce que maintenant, on peut quantifier le niveau de résilience d'un pays? D'un pays? Ou d'une région? Le problème, c'est où on met la barre. Et là, ça devient politique comme question, presque philosophique. Est-ce qu'on considère que c'est le retour à un certain PIB, un certain taux de croissance? Est-ce qu'on considère que c'est le retour à juste la fonctionnalité? C'est très très compliqué. Là, je repense à la question posée précédemment. Les quelques études que j'avais vues qui regardaient la résilience même d'un quartier, en fait, on peut voir qu'on a des problèmes au niveau de l'accès à l'énergie, les transports en commun, la vie du quartier, en fait, après une crise. On a des changements de population, des mouvements de population. L'économie qui est liée à ça, les gens ne vont pas travailler au même endroit et tout. On le voit même avec le Covid, hein. On voit que ça a quand même eu des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est très très compliqué de gérer ça. Et c'est vraiment une question politique où on veut que par exemple, le monde d'après-Covid, qu'est-ce que ça veut que ça soit, en fait? Personne ne va avoir la même réponse là-dessus. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question. Est-ce qu'on s'intéresse aux éventuels effets rebonds qui auraient à réassurer? Je pense par exemple dans la vallée de la Roya, après la tempête Alex. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont installés, des artistes, des gens plus modestes, parce que le prix de l'immobilier avait chuté. Ouais. J'imagine qu'il y a des... Ça surexpose à nouveau des gens. Est-ce qu'on s'intéresse à ça chez AXA, par exemple? Alors, oui. Le problème, c'est que ça remet des gens dans une région à forte exposition. Le souci en France, c'est... c'est pas un souci. En France, en fait, il faut comprendre qu'on a un système... le seul moyen d'action d'une assurance, on va dire, contre ce genre de problématiques, c'est dire, vous vous installez dans telle région, il faudrait prendre une assurance en plus parce que vous êtes au bord de la mer et qu'il va y avoir un niveau de montée des eaux, parce que vous êtes sur une faille active et que vous allez avoir un séisme. En France, la différence, c'est qu'en fait, on a un régime des catastrophes naturelles qui est fait pour mutualiser l'ensemble des charges et pour permettre, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle à un endroit de la France, que tout le monde se fasse assurer et qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. C'est un pourcentage de n'importe quelle assurance que vous prenez, que ce soit l'assurance auto, l'assurance habitation. Tout le monde la paie, qu'on soit à Paris et qu'on n'ait pas de risque sismique ou qu'on soit à Nice et qu'on en ait. Ça a l'avantage d'être mutualiste et de permettre une assurance pour tout le monde, à dire. Après, ça empêche des moyens d'incitation une population ou des mairies à ne pas s'installer dans une zone à risque. Donc il faut pouvoir calibrer ça.
Ça, c'est au niveau des populations. Au niveau des entreprises, souvent les entreprises vont demander à se faire assurer plus parce que les coûts en fait, générés par les catastrophes naturelles sont tels qu'ils vont quand même demander une assurance en plus. Donc il y a un process d'incitation au niveau des entreprises pour avoir plus de protection. Mais au niveau des individus, en fait, on peut s'installer où on veut, on sera toujours remboursé de la même façon, ce qui est aussi une bonne chose. On se dit potentiellement on peut aller n'importe où. Oui, non, mais c'est un régime de protection contre les catastrophes naturelles, il n'y a rien de mal. C'est juste que c'est vrai qu'on pourrait se dire, juste du point de vue de l'entreprise, si on veut limiter le risque, on pourrait se dire que ça pourrait coûter plus cher dans une région plus à risque que d'autres. Mais c'est aussi l'idée d'avoir un système mutualisé qui permet à tous de s'installer où on veut et de ne pas avoir de problème. C'est vraiment des différences de philosophie. Et on a la chance en France d'avoir ce système-là. Il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas. Vous prenez les inondations de Berne l'été dernier, en juillet, les grosses inondations en Belgique et en Allemagne. Il y a eu énormément de différences au niveau de l'assurance des deux pays, parce qu'en Belgique, ils ont aussi, ils appellent ça le fonds des calamités, qui est un régime de catastrophes naturelles, qui a permis le remboursement, enfin l'assurance des gens qui habitaient en Belgique. En Allemagne, tout est privé. Si vous n'aviez pas d'assurance contre l'inondation, vous étiez fait. Pourquoi pas, qu'est-ce que la position des assureurs sur le passage potentiellement aux normes? Parce que là, en parlait d'incitation, que du coup, le système n'incitait pas les gens à ne pas aller dans ces endroits-là. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose d'avoir... Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de passer du coup par les normes? Oui. Parce qu'on voit ça en fait, faut comprendre que si une maison est détruite, ça coûte énormément. On paye une police, une prime tous les mois, tous les ans pour se faire assurer sa maison, mais ça coûte quand même énormément lorsque le bâtiment est détruit. Donc, si votre assureur vous incite à mettre votre bâtiment aux normes antisismiques, c'est aussi parce qu'à la fin, la vulnérabilité sera moins forte et ça coûtera moins cher de réparer le bâtiment. C'est sûr là-dessus. Donc, c'est un petit peu gagnant-gagnant, mais après, il faut savoir d'où vient l'argent pour améliorer et inciter à l'amélioration, par exemple, de la maison. En fait, je me demandais juste si, du coup, vous pensez qu'il y avait des zones qu'il fallait carrément, un peu, pas rayer de la carte, mais interdire de construction, par exemple, tout court. C'est compliqué parce que du coup, les assurances fonctionnent avec des termes d'incitation et tout. Du coup, je suis en économie aussi, donc je vois le principe, mais même pour d'autres choses, par exemple, avec l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035, on voit qu'il y a vraiment un retour aux normes. Et donc, je me demandais si ça pouvait s'adapter aussi à ce domaine-là. Ça pourrait. Après, il y a quand même des limitations. En France, en général, je prends l'exemple de Nice. À Nice, il y a un risque sismique très important. Je n'irais pas dire qu'il faut détruire tout le vieux Nice pour le mettre aux normes antisismiques. C'est toujours le problème. Après, on peut prioriser dans les régions très sismiques. Ça va être la nouvelle construction d'un hôpital, d'une école, qui va être sur une base mobile pour être complètement aux normes antisismiques. On peut aussi le faire ça de manière stratégique pour que ça soit beaucoup plus efficace au niveau de la société. Toujours sur le même point que vous avez soulevé. Je paraphrase en disant que le système français pour les individus permet à certaines personnes de s'exposer à un risque et d'être en fin de compte protégées par le reste de la population qui n'est pas exposée à ce risque. Oui, mais c'est comme la sécurité sociale en fait. On mutualise tous d'une certaine façon pour avoir un accès à l'hôpital. Pas parce qu'en fonction... Voilà. Et quand le risque est clairement identifié et connu, par exemple s'installer dans la zone dont vous parliez, est-ce que c'est raisonnable comme Je ne peux pas répondre, c'est une question politique. Est-ce que parce que vous êtes fumeur, vous allez payer plus cher votre assurance santé que parce que vous ne l'êtes pas? Non, voilà, c'est vraiment une question politique et après on peut aussi voir ça d'un point de vue résilience. Le fait que quand il y a une catastrophe naturelle, l'État déclenche, à chaque fois que l'État déclare déclenche l'état de catastrophe naturelle, en fait c'est ça. C'est le bouton qui permet d'activer ce fonds de réserve qui permet à tout le monde de se faire assurer.
Et c'est pour ça qu'il y a certains débats, par exemple, sur des catastrophes qu'on ne voyait pas, enfin, par exemple des orages qui étaient plus intenses que prévu, ou des sécheresses où on se demandait si on pouvait activer ce fonds ou pas. Mais oui, mais c'est une question politique, là. C'est pas une question... Merci beaucoup.